Bonjour Françoise Imré. Bonjour. Vous êtes avocat au barreau de Paris et à la Cour pénale internationale. Vous êtes ancien ambassadeur de France. Est-ce que pour vous, comme pour Bourvil, l'éloquence, c'est simplement l'art de bien causer? Non, je crois pas. Je dois dire d'abord merci de m'avoir invité. Avec plaisir. Je dois avouer que j'ai hésité avant d'accepter, parce que même pour un avocat qui évidemment s'interroge sur cette question, il faut beaucoup d'orgueil, peut-être plus que je n'en ai, pour dire oui, c'est ma place de parler d'éloquence. Mais et en plus dans une semaine sur Cicéron. Oui, en effet. Donc l'éloquence pour vous, ça n'est pas seulement l'art de bien causer? Non, c'est pas simplement l'art de bien causer, c'est autre chose. C'est dans le premier extrait que vous avez cité, vous évoquez il était question de conviction, mais même ce mot aujourd'hui, je ne suis pas sûr qu'il ait le même sens qu'à l'époque de Cicéron. Et au fond, l'intérêt, je trouve, de cette réflexion à partir de l'œuvre de Cicéron et de sa vie, c'est aussi de nous donner à voir ce que nous sommes, ce que nous ne sommes peut-être plus, ce que nous voudrions être, et ce qui diffère dans notre société aujourd'hui. Et les mots n'ont plus le même sens selon les époques auxquelles ils se rapportent. Donc selon vous, Françoise Imré, l'éloquence est véritablement la manifestation, l'expression, le signe d'un certain rapport entre les hommes, d'une certaine organisation sociale, d'un certain rapport à la vérité ou à l'émotion? Oui. D'ailleurs, dans la dernière émission que j'ai écoutée, que vous aviez organisée sur Cicéron, ce qui m'intéressait sur la consolation. Oui, c'était hier matin avec Sabine Luciani. C'était, je trouve, le lien entre ce qui relève de la politique et qui est indissociable de la vie et du parcours de Cicéron et de l'intime. Et je pense que et de l'introspection. Et je pense que c'est vrai aussi pour l'éloquence. L'éloquence, pour moi. On dit convaincre, on dit... Oui, ce sont des mots, mais des mots qui méritent d'être explorés, creusés. Parce qu'au fond, l'éloquence renvoie celui qui écoute à une forme de solitude et d'intimité. Et si on arrive justement à faire en sorte que celui qui vous écoute, même dans une foule, même dans un contexte de parole publique, à ce moment-là, se concentre sur ce que vous dites et se concentre et soit tout à vous écouter, à ce moment-là, je pense qu'on a fait quelque chose. On l'a soustrait au bruit ambiant, et on vit dans cet empire du bruit, et qui est un défi évidemment pour l'éloquence et pour la parole publique aujourd'hui. Alors pour planter le décor, et puisque vous n'êtes pas spécialiste de Cicéron, Françoise Imré, c'est moi qui vais le dire. Cicéron est donc l'auteur d'à peu près 150 discours, 58 ont été conservés. Il a une carrière oratoire qui s'étend sur 40 ans, il a été avocat, orateur politique, il a produit des discours judiciaires, des harangues politiques au Sénat ou devant le peuple. Il a été un théoricien de l'art oratoire, on lui doit par exemple de l'invention de l'orateur, Brutus, l'orateur idéal. Est-ce que Cicéron est un auteur que l'on croise quand on apprend l'éloquence, quand on veut devenir avocat? Et est-ce que ça s'apprend d'ailleurs, l'éloquence, Françoise Imré? Je crois pas. Ou alors ça s'apprend mal, parce que je dois dire que je suis consterné par les concours d'éloquence que je vois. Ah bon? Pourquoi? Parce que j'en ai écouté d'ailleurs en préparant cette émission. J'ai écouté quelques concours d'éloquence à nouveau, et ce qui me frappe, c'est en fait, cela ressemble plus à des concours de comédiens, voire d'humoristes. Un peu de stand-up, quoi. Oui, ça n'a rien à voir avec l'objectif qui est de partager une conviction, donc de créer quand même un lien d'une certaine intimité, d'une vérité entre deux personnes. Et les gens applaudissent à tout rompre, à des traits d'humour. Enfin, ça, pour moi, cela ressemble plus à un spectacle d'humoriste qu'à une véritable éloquence qui convainc, qui frappe, qui renvoie
personne qui vous écoute à sa solitude, à sa réflexion, qui démarre quelque chose aussi, qui engendre une réflexion, une remise en cause profonde, encore une fois intime, je me répète, mais je pense que c'est un élément essentiel, un ingrédient essentiel de l'éloquence. Vous entendez quoi par intime? Authentique, sincérité, ce qu'il n'y a pas dans la comédie qui est artificielle? Oui, la destruction de la comédie, comme le disait Malraux, et qui vous ramène à cette forme de solitude où vous vous interrogez sur... mais au fond, et ça provoque une vraie remise en cause de votre façon de voir les choses. C'est ça que l'on souhaite obtenir, provoquer. Et il faut beaucoup d'humilité, il faut le faire avec tact, parce que évidemment cela dépend des personnes auxquelles on s'adresse, des circonstances. Mais pour répondre à votre question tout à l'heure, oui, je suis pas sûr que l'éloquence puisse s'enseigner autrement que comme une école de modestie, de vérité, de sincérité. Or, je ne vois que des jeux, je ne vois que des jeux d'acteurs, je ne vois que des artifices, des recettes, des trucs dans ce type de concours, qui sont plus ou moins bien baignés d'ailleurs, parfois avec un certain talent, mais qui est autre chose. J'applaudis à ce talent-là, qui n'est pas le mien, mais c'est autre chose que la conviction et que l'éloquence. L'homme éloquent que nous cherchons sera capable de prouver, de plaire et d'émouvoir dans un plaidoyer comme dans un discours politique. Prouver est une nécessité, plaire une douceur et émouvoir une victoire. S'il émeut l'auditoire, sa cause est gagnée. À ces trois tâches correspondent trois genres de style. Le simple pour prouver, le tempéré pour plaire et le véhément pour émouvoir. C'est dans ce dernier genre que l'on trouve concentrée toute la puissance de l'orateur. Il faudra donc un jugement insigne et un immense talent pour maîtriser et doser les effets de ces trois styles. Car l'orateur devra évaluer ce qui appartient à chacun d'entre eux et s'exprimer selon les besoins de la cause. Mais l'éloquence, comme tout le reste, est une question de bon sens. Dans un discours, comme dans la vie, rien n'est plus difficile, en effet, que de parler en respectant les bienséances. On a donné à ce propos nombre d'excellents préceptes, et le sujet mérite d'être creusé. Faute de le connaître, on commet des erreurs dans la vie comme dans la poésie et l'éloquence. L'orateur doit donc observer les convenances dans l'expression et la pensée. En effet, on ne peut pas aborder les circonstances, le rang, le prestige, l'âge, voire le lieu, le temps et l'auditoire, avec les mêmes mots et les mêmes idées, car tous ces éléments sont différents. Dans le discours, comme dans la vie, il faut toujours considérer les usages. Le style que l'on va adopter dépendra du sujet et du caractère du locuteur et de l'auditeur. Rien n'est plus inconvenant que de plaider avec grandiloquence une affaire de gouttière devant un seul juge et d'évoquer avec réserve et simplicité la grandeur du peuple romain. France Culture, les chemins de la philosophie. Géraldine Mosna-Savoie. Ce qui me semble paradoxal en écoutant ce texte, Françoise Imray, donc ce texte extrait de l'Orateur idéal de Cicéron interprété par Bernard Gabet, c'est ce paradoxe effectivement entre d'un côté ce qu'on pourrait juger être des trucs, je reprends votre expression, à savoir faire des distinctions entre des styles simples, tempérés, véhéments, des effets, plaire, prouver, émouvoir, s'adapter à son public, donc avoir un rapport très réfléchi en fait à l'éloquence et en même temps nous soutenir que l'éloquence est une question de bon sens et finalement on pourrait se dire de spontanéité et de convenance qui ne s'apprend pas mais qui est assez naturelle. Je crois vraiment que l'éloquence c'est la destruction de la comédie. La vraie éloquence, celle qui convainc justement, ne s'accommode pas
recettes particulières. Moi, j'aime assez ce qui a été dit. Je trouve que c'est toujours extrêmement actuel lorsqu'il dit qu'il faut s'adapter selon les besoins de la cause, que c'est une question de bon sens. Oui, c'est là qu'on voit que cela ne s'enseigne pas comme des techniques particulières. Et s'il y avait une chose à enseigner, c'est bien celle-là, c'est de se départir de ce parler-là, de ces effets, surtout de ne pas rechercher des effets. Et au fond, je trouve que les moments les plus éloquents, ce sont ceux précisément où on cherche ces mots, parce qu'on est dans sa vérité. Et mais est-ce que ça n'est pas une technique aussi ? Par exemple, quand vous arrivez... On peut considérer que se départir de toute technique est une technique, oui, d'une certaine façon, mais on peut le dire comme ça. Mais en tout cas, si j'avais un conseil à donner à des jeunes avocats, ce serait celui-là. C'est d'éviter tout ce qui ressemble à des effets. Et puis, ce que dit Cicéron, moi, ce que j'ai aimé dans votre extrait, il évoquait émouvoir, plaire, bien sûr, c'est ce à quoi on pense en premier lorsqu'on parle de l'éloquence, mais surtout, et c'est ce qu'il a dit d'abord, c'est prouver. Mm-hmm. Et ça, j'aime cette idée. Et c'est en cela qu'on rejoint l'intime. L'éloquence, je trouve, parle à l'intelligence. Elle fait réfléchir. Et elle suscite une forme de gratitude de ce point de vue-là, de reconnaissance. Et elle crée ce lien-là, parce que vous faites réfléchir, prouver. Donc, pour moi, l'éloquence n'est pas dissociable du raisonnement. Ce ne sont pas juste des effets de style, des gestes, style des et d'émotion. Et surtout dans notre époque, d'ailleurs, qui est une époque sceptique, marquée par la dérision, où il n'y a pas le respect a priori qui existait dans la cité antique, à l'époque de Cicéron, et bien avant d'ailleurs. Il n'y a pas ce respect, il y a au contraire une époque qui est marquée par la défiance, et surtout pour la parole publique ou la parole officielle. Tout est détourné, ironisé, détourné, tourné en dérision, et la parole est accueillie avec scepticisme. Et c'est un défi particulier. Donc il faut se montrer dans sa vérité, quitte à chercher ses mots. Mais justement, est-ce que ce n'est pas un nouveau défi pour l'éloquence de pouvoir s'adapter en fait à ces nouveaux enjeux qui sont effectivement la désinformation, la dérision, et que par exemple les concours d'éloquence dont vous parliez, Françoise Imré, qui insistent sur un côté sur l'humour, la dimension humoristique, les applaudissements, vraiment la faveur du public. Est-ce que la comédie ne peut pas atteindre une forme de vérité? Non, aussi. Je ne crois pas. Enfin, moi, je ne crois pas. Ce n'est que mon point de vue, mais je ne crois pas du tout. Je crois qu'au contraire, la vérité, on l'atteint, alors pour être de toute façon tout à fait concret, lorsque l'on réfléchit à voix haute. Donc, par exemple, pour une plaidoirie, vous avez l'impression de réfléchir à voix haute? Vous produisez une réflexion à voix haute? Oui, réfléchir à voix haute, s'interroger, avec bien sûr la maîtrise non calculée, mais tout simplement assumer la part de silence, d'hésitation, de retouche autour d'un terme qu'on aura employé, puis que finalement on va le compléter pour pouvoir faire apparaître une image de façon impressionniste, voyez-vous. Je pense que cela fonctionne mieux, être dans sa vérité, s'interroger à voix haute, réagir avec avec sincérité, et assumer aussi la part de nuance, de doute, se mettre à la place de l'interlocuteur, qui est en général dans le métier d'avocat un magistrat, qui, en plus de ces défis qui sont ceux de l'époque que vous décriviez tout à l'heure, l'ironie, la dérision, etc., nous parlons à des professionnels dont le métier est d'écouter à la chaîne des dizaines et des dizaines d'avocats. Donc là, vous parlez de magistrats. Des magistrats, pour l'avocat. Et donc ça, c'est un défi dans le défi. Le défi de l'époque, et puis le défi du métier. Et le défi du métier dans l'époque. Mmh. Et parler à des magistrats aujourd'hui, c'est aussi se dire, je vais intervenir en 5e, 6e, 7e position dans une après-midi surchargée. Vous vous adaptez à ça, vous prenez en compte... On essaye, et parfois sans y parvenir.
sans y parvenir parfois parce qu'on est dans la pression du temps, parce qu'on sent que, ou au contraire parce qu'on n'a pas pris la mesure de l'impatience, de l'indisponibilité, et que tout ce qu'on peut chercher à faire comme effet, à produire comme effet pour justement réveiller l'attention des magistrats qui auront été, dont l'oreille aura été usée par l'écoute successive de confrères avant, qui auront été d'ailleurs parfois talentueux, mais ou pas. Mais il y a un moment où il y a une forme d'usure, si vous voulez, de l'oreille, et c'est un énorme défi pour l'avocat. Et il m'est arrivé de convaincre, parfois même d'être félicité, ce qui est toujours un grand bonheur par les magistrats, mais aussi d'être interrompu par des magistrats qui trouvaient que j'étais trop long, et ça c'est très 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 troublant. Est-ce que, parce que en fait, ce que vous décrivez de la position des magistrats ressemble aussi à la position de nous tous, qui sommes aussi beaucoup sollicités par des discours, par beaucoup d'informations, par des discours politiques, des discours de scientifiques pendant la pandémie, des discours même à la télé, à la radio, tout est devenu discours. Comment on fait pour capter l'attention, se distinguer dans ce flux de discours ? Mais d'abord, on s'interroge sur sa légitimité à parler. C'est ce que comme j'ai ce fait matin. Comme ce matin. Mais je me demande si c'est pas un petit truc rhétorique de se présenter comme dans le doute ou dans le comment dire, si l'humilité en fait ne permet pas de capter l'attention aussi de l'auditeur. Alors, moi je dirais pas que je ramènerais pas ça à un truc rhétorique parce que ce serait très dépréciatif, mais c'est certainement, à mon avis, un trait nécessaire aujourd'hui. Effectivement, pour être entendu, il faut pas la ramener. Paradoxalement, je crois que c'est une éloquence un peu inversée de ce point de vue-là, en termes de style. Mais ça ne veut pas dire qu'il ne faille pas être capable de montrer de l'aisance, de la force et du charisme aussi dans son expression. Mais déjà, capter l'attention, c'est se placer en rupture par rapport au bruit ambiant et à la concurrence, effectivement, des messages aussi, et qui n'existaient pas à l'époque du forum. J'irai probablement me coucher vers 22h et je me lèverai vers 2h30. Je relirai toutes les notes que j'ai prises depuis des semaines et des mois. Et je commencerai à faire un travail de tri. J'écarterai tout ce qui ne me semblera ni probant, ni intéressant, pour profiter de chaque seconde des 90 minutes dont je dispose. Je ne garderai que les arguments qui jouent en notre faveur. Et j'essaierai de les organiser pour les présenter de façon convaincante aux jurés. Je veux que ça leur parle. Winston Churchill se plaisait à dire que la qualité d'une nation civilisée se mesure aux méthodes utilisées par sa police pour appliquer le droit pénal. À mon avis, si on en juge d'après ce critère, nous avons de sérieux problèmes. Réfléchissez à ce que vous savez à propos de l'enquête. Êtes-vous satisfait? Pouvez-vous l'être? Pouvez-vous ratifier, avaliser, pardonner la manière dont cette enquête a été menée? Tout cela dévoile quelque chose de terrifiant. Le coupable est toujours libre. Il se peut que d'autres citoyens soient en danger, parce qu'on n'a pas fait ce qu'il fallait, au bon moment. Je demande à chacun de vous, individuellement et collectivement, d'agir avec loyauté envers votre serment, pour juger cette affaire au regard des preuves. Je vous remercie de votre attention. C'était un extrait du film documentaire de Jean-Xavier de Lestrade de 2003, Un coupable idéal. On vient d'entendre la voix de l'avocat commis d'office Patrick McGuinness qui raconte comment il prépare sa plaidoirie la nuit. Et on entend une partie en fait de cette plaidoirie au juré. En fait, il doit défendre un jeune garçon accusé injustement d'avoir tiré d'une balle dans la tête, tué d'une balle dans la tête un homme dans la rue. Donc cet homme, ce jeune homme accusateur s'appelle Brenton Butler. On a donc entendu son avocat. Est-ce que vous préparez de la même manière que Patrick McGuinness, à savoir en pleine nuit, vous rassemblez des preuves, vous dites quelles vont être les plus probantes, les plus frappantes, et puis vous vous concentrez au moment venu, c'est-à-dire que c'est en plusieurs étapes, pour donner le maximum d'effet à ce développement rationnel? Alors oui et non. Bien sûr, le métier d'avocat et la préparation d'une défense peut revêtir des analogies avec ce qui a été dit et selon les
époques et selon les pays aussi et les systèmes judiciaires, on trouve des aspects qui sont communs. Et il nous arrive effectivement d'avoir, lorsqu'un client est en garde à vue ou tout simplement lorsqu'il faut préparer une audience pour le lendemain, parfois dans l'urgence, à rassembler les arguments. Et là, on retrouve évidemment des réflexes. Encore que j'ai relevé que dans ce qui vient d'être dit, deux choses qui me paraissent différentes par rapport à ce que nous connaissons. La première, c'est, en tout cas par rapport à ce que moi je ferais, ne garder des preuves ou ne garder des éléments que ceux qui sont en faveur. Moi je pense qu'il faut aussi anticiper, se mettre à la place de celui qui va nous écouter et regarder en face aussi ce qui peut être en notre défaveur et tenter d'y répondre. Ce qui serait la partie réfutation, par exemple, chez Cicéron. Oui, c'est la partie oui, c'est ça, la partie réfutation et l'anticipation de la réfutation, parce que une fois que si vous ne parlez pas en dernier, ce qui peut arriver aussi quand vous êtes en demande, il faut anticiper la réfutation qui va suivre. Donc ça, il faut intérioriser et il faut ne pas donner le sentiment d'avoir éludé les difficultés. Donc c'est là encore où, pour moi, l'éloquence n'est pas un artifice, mais une épreuve un art de vérité, contrairement à ce qui est souvent enseigné. La deuxième différence, c'est que là, et je comprends, nous sommes dans le système anglo-saxon, c'est un film américain ou anglais, il parle de convaincre les jurés. Mais ça s'est passé en Floride, effectivement. Voilà, mais c'est très différent, parce que les jurés, c'est pareil en France aux assises, lorsque vous avez des jurés populaires, ce sont des individus dans la population qui sont tirés au sort et qui sont préparés par une formation très rapide, mais néanmoins avec beaucoup de gravité et très efficace, à ce qui est un moment important de leur vie. Et ils vont rechercher en eux toute la sincérité. Ils vont, en général, aborder leur rôle avec énormément de gravité, de sincérité et d'esprit de responsabilité. Et ils vont écouter les avocats religieusement. C'est pas comme nous, par exemple, quand on regarde la télé. Il faut c'est pas comme nous lorsqu'on regarde la télé, et c'est pas comme nous, les avocats, lorsque nous plaidons devant des magistrats professionnels, qui sont rompus, qui sont encore une fois, dont parfois l'oreille est usée par la répétition de ces plaidoiries qu'ils entendent à longueur d'année depuis des décennies parfois. Là, c'est tout à fait différent. Parler devant un juré populaire, c'est étonnant parce que pour le public, c'est souvent le symbole ou c'est ce qui illustre le plus l'éloquence. Pour l'avocat, je pense que c'est ce qu'il y a de plus facile. Pourquoi ? Mais parce que le juré populaire, encore une fois, il est extrêmement attentif. Oui, mais justement, il peut être beaucoup plus vigilant. Non, il n'est pas plus vigilant, il est attentif, il ne vous interrompt pas. C'est la première fois qu'il est dans ce rôle-là. Ils sont les juges et vous êtes l'avocat, mais en réalité, vous savez que c'est eux qui sont intimidés par cette situation d'être là au tribunal, et que ils se jugent eux-mêmes aussi dans leur capacité à agir en responsable. Chacun joue un rôle de représentation. Oui, mais pour eux, c'est un rôle, et on le comprend, et qu'ils le prennent au sérieux. Donc, alors bien sûr, après ça dépend des individus et des circonstances, mais en général, c'est le cas. Donc, et puis on ne vous interrompt pas. Par contre, quand vous parlez à l'Assemblée nationale, quand vous parlez dans un contexte politique et que vous êtes interrompu, ou que vous parlez, parfois que vous plaidez qu'on vous interrompt, il ne faut pas se laisser désarçonner, c'est pas évident. Françoise Imray, vous soutenez que l'éloquence est un art de la vérité, contrairement au tout début qu'on a entendu du brio d'Yvan Attal, où on entend donc ce professeur Daniel Auteuil qui dit avoir raison, ça n'a rien de convaincre, ça n'a rien à voir avec la vérité. Vous venez de dire l'éloquence c'est un art de la vérité, mais néanmoins, comment ça se fait qu'il y ait besoin d'éloquence, donc de maîtriser un certain art de la parole pour démontrer ce qui est de l'ordre de la vérité? Comment ça se fait que la vérité ait besoin de se démontrer alors que parfois les faits s'imposent? Non, d'abord parce que les faits ils s'imposent sous un certain angle. Et en fait, la vérité, c'est de déplacer l'auditeur pour le voir sous un autre angle.
Et la vérité comme un dialogue, disait Renan, j'aime beaucoup cette phrase, qui m'avait d'ailleurs été dite par un vieil avocat que j'étais allé consulter quand je m'interrogeais sur les études, sur le cours de mes études et ce à quoi pouvaient me conduire les études de droit que j'avais entrepris. La vérité comme un dialogue, j'aime beaucoup cette phrase. Et donc, non, je crois vraiment que... La vérité a besoin d'aide, finalement. C'est-à-dire qu'elle n'apparaît pas aussi clairement que ça. Non, elle n'apparaît pas, ou elle peut apparaître sous un aspect qui n'est qu'une de ses facettes. Et donc, il faut en révéler les contours et tout simplement amener la personne qui vous écoute à voir les choses un peu autrement, à la déplacer. Et là, c'est une victoire, si vous avez le sentiment qu'il y a un avant et un après. Est-ce que ça vous est déjà arrivé, Françoise Imray, une situation inverse, à savoir tout va dans votre sens, les faits sont là, ils sont assez faciles à démontrer et pourtant ça ne marche pas, soit parce que l'avocat en face fait un discours incroyable et parvient à déplacer le point de vue et l'interprétation, ou parce que vraiment vous avez raté votre discours en pensant que vraiment tout était si simple que le discours était presque insuffisant? Je pense qu'il n'y a pas d'avocat à qui ça n'est pas arrivé. Et en général, c'est quand on a justement cherché à rendre des choses plus compliquées qu'elles ne l'étaient, qu'on n'a pas su les rassembler, de faire, comme disent les Anglais, a long story short, oui. Et que on n'a pas su revenir à l'essentiel, rassembler, si vous voulez, au fond, en quelques mots, ce que l'on voulait dire, et qu'on s'est noyé dans les détails ou dans un récit chronologique, qu'on s'est perdu. Quand ça bien vous même, est arrivé ? Oui, bien sûr, ça m'est arrivé, et oui, bien sûr, ça m'est arrivé. Et je pense qu'il faut s'interroger dans ces cas-là, évidemment. Nous le faisons. Oui, ça m'est arrivé. Je pense que l'avocat, encore une fois, à qui ce n'est pas arrivé, soit a beaucoup de chance, soit ne dit pas la vérité. Mais c'est... en fait, c'est tout un... Il y a comme une tension entre la capacité à sonder la complexité d'une situation et en même temps le désir de simplicité. Être capable de montrer simplement la figure d'ensemble et de temps en temps aussi faire toucher du doigt que les choses sont toujours plus compliquées que ce que l'on veut vous faire croire. Donc on peut être trop dans la complexité, trop dans le détail et perdre l'interlocuteur. Ou alors simplifier à l'excès et faire l'impasse sur des éléments de nuance, de complexité et aussi perdre le... Mais il ne faut pas oublier une chose aussi, c'est que la justice, ça n'existe pas. C'est-à-dire ? Il n'y a que des juges. C'est-à-dire des hommes qui jugent des hommes. Enfin, des hommes et des femmes, souvent des femmes d'ailleurs, qui jugent des hommes et des femmes. Une majorité de femmes. Enfin, ce sont des êtres humains qui jugent d'autres êtres humains. On parle toujours de la justice, et souvent dans les médias d'ailleurs. La justice pense que, la justice a décidé que... une expression d'ailleurs que j'entends souvent chez vos confrères, telle personne va comparaître devant ses juges. Il y a l'idée d'une... comme si ces juges étaient là et l'attendaient. L'idée d'une immanence, d'une préexistence, d'une détermination initiale à laquelle on n'échappe pas, vous voyez. Une vision quasi religieuse en fait de la justice. C'est un mot qui ment, c'est un mot qui ne dit pas sa vérité. Le mot justice dit trois choses. Il désigne à la fois une vertu, la justice, il désigne une administration et il désigne une juridiction, des tribunaux. La justice a tranché, etc. Mais en réalité, ça crée une confusion entre les trois sens. Quand on dit la justice a tranché, en réalité, ce sont des gens qui ont jugé d'autres gens, avec leur subjectivité. Et oui, ça peut nous arriver de taper à côté, bien entendu. L'orateur possède deux moyens d'expression, l'action et l'élocution. L'action est en quelque sorte l'éloquence du corps, puisqu'elle repose sur la voix et le geste. La voix comporte autant d'inflexions qu'il y a de sentiments, et c'est elle, surtout, qui les éveille. Ainsi, l'orateur parfait qui nous occupe
saura prendre le ton propre au sentiment qu'il voudra manifester ou à l'émotion qu'il voudra susciter. J'aurais bien des choses à dire là-dessus si tu me le demandais ou si c'était le moment de l'expliquer. Je parlerais aussi du geste, indissociable des expressions du visage. Il est presque impossible de dire à quel point tous ces éléments sont essentiels pour l'orateur. Effectivement, par sa seule beauté, l'action a souvent permis à des hommes qui ne savaient pas s'exprimer de recueillir le fruit de l'éloquence, tandis que la laideur de l'action a fait passer plus d'un beau parleur pour un piètre orateur. Ce n'est pas sans raison que Démosthène attribuait à l'action la première, la seconde et la troisième place. En effet, comme l'éloquence n'est rien sans elle, et qu'elle ne perd rien de sa force sans l'éloquence, elle joue certainement dans l'art oratoire un rôle de premier plan. Ainsi, l'orateur qui aspire à la perfection parlera d'une voix forte dans le feu de l'émotion, d'une voix douce dans les moments d'accalmie, d'une voix profonde quand il voudra être grave et d'une voix touchante dans les passages pathétiques. Quelle merveille que la voix, cet organe capable de produire avec 3 tons seulement, l'aigu, le grave et le moyen, un chant aux accents d'une variété aussi délicieuse. Un engagement efficace et juste pour le pays, c'est l'espérance à laquelle nous croyons. Mais je ne veux pas le porter tout seul. Moi, je le porterai dans la durée. Je le porterai jusqu'au bout. Mais maintenant, votre responsabilité, c'est d'aller partout en France pour le porter et pour gagner. Ce que je veux, c'est que vous, partout, vous alliez le faire gagner, parce que c'est notre projet. Vive la République, vive la France. J'imagine, Françoise Imret, que vous avez reconnu la voix d'Emmanuel Macron. C'était son premier meeting le 10 décembre 2016 en tant que candidat aux élections présidentielles de 2017. Depuis, les choses ont bien changé et Emmanuel Macron a fait du chemin. On ne l'entend plus hurler comme ça. Est-ce selon vous, Françoise Imret, l'application d'une certaine manière des préceptes de Cicéron qu'on a entendu juste avant dans l'orateur idéal, est-ce qu'il a su finalement s'adapter au moment, au sujet, à son public, faisant de l'éloquence un art total entre le corps et l'esprit, ou au contraire a-t-il finalement un petit peu raté l'exercice et tout le monde a été un petit peu époustouflé de ces hurlements de fin de meeting? D'abord, c'est pas très gentil pour lui de pouvoir diffuser cet extrait, surtout dans une émission sur l'éloquence. Mais finalement, ce meeting n'a pas joué en sa défaveur. Non, c'est vrai. Mais est-ce que... Alors, évidemment, il a changé de style oratoire. Il s'est beaucoup amélioré. Cependant, si j'avais un commentaire personnel, oui, on a beaucoup parlé de la France d'en haut et la France d'en bas. J'ai envie de dire que c'est beaucoup la France d'en haut du corps. Et on l'a vu au débat du deuxième tour. Il reste très cérébral. Donc il n'a pas capacité finalement à utiliser son corps ou alors de manière... Non, je dirais pas incapacité, et pas forcément le corps, mais effectivement les tripes, le sentiment, ça reste très théorique, très conceptuel et très cérébral, sa façon de parler, et peut-être pas assez ressenti. Si j'avais une remarque à lui faire, ce serait celle-ci. Mais je reviens sur l'extrait que vous aviez cité juste avant, que vous aviez donné à écouter de ce texte de Cicéron. En fait, je crois que il parle du beau parleur. Le sujet, c'est comment bien parler sans être perçu comme un beau parleur. Et il parle aussi d'un chant et d'un art oratoire. À cette époque, c'était un art. Ça doit l'être encore aujourd'hui, même si cet art consiste, dans une large part, me semble-t-il, à désapprendre ce qui justement donnerait trop le sentiment de quelque chose de fabriqué, d'artificiel.
un art qui ne serait pas trop artificiel. Mais il a parlé, c'est un mot qui m'a frappé, de chant. Et au fond, je crois que il faut, si on veut vraiment susciter quelque chose, il faut entendre une musique au fond de soi-même quand on parle. Il faut qu'on entende la musique, pas simplement les paroles. Il faut presque qu'on soit dans l'oralité, en fait, c'est-à-dire dans le fait de chantonner, d'être dans un rythme. Non, j'ai pas dit qu'il faut qu'on chante, j'ai dit qu'il faut qu'on soit soi-même, que celui qui parle, il ait une forme de musicalité à l'intérieur. Vous savez, c'est un peu comme dans les musiques de films où les images sont portées par quelque chose qui les magnifie, qui vous amène, qui vous transporte autrement. Je pense que l'orateur, à certains moments, il doit être habité par cela aussi. Pas simplement les paroles sèches. Là, on a entendu un exemple de discours politique, pas n'importe lequel, en plus, un discours de campagne. Donc l'idée est véritablement, là c'est très clair, de convaincre ceux qui viennent l'écouter, sachant quand même que ceux qui viennent l'écouter sont peut-être quand même un petit peu déjà acquis, mais c'est un grand moment, un meeting politique. Quelle différence faites-vous entre un discours juridique, judiciaire et un discours politique ? Je suis pas sûr, j'écoute ce que vous dites, je suis pas sûr que le but d'un meeting politique soit de convaincre. Je pense que les gens qui viennent sont convaincus. C'est autre chose, ou en tout cas pas convaincre du contenu, pas nécessairement. Pas comme un avocat, par exemple, qui va défendre une cause. Ou pas comme quelqu'un qui ferait la démonstration de la justesse de c'est encore autre chose. C'est peut-être de convaincre de ça, d'autre chose, de son énergie, de son, de ce qui vous anime et de ce qui vous porte et de ce que vous êtes la bonne personne pour incarner un certain nombre d'idées. Devant des magistrats, c'est un autre exercice où là il s'agit effectivement de faire appel à la raison, de convaincre et vraiment de se mettre à la place de celui qui vous écoute et qui sera par construction totalement sceptique. Et ce n'est pas un reproche, au contraire, je pense l'essence même du métier de juge que d'être sceptique jusqu'au bout. Et il faut parler à ce scepticisme-là. Donc et sachant que, là encore, on n'apporte que des éléments de vérité. Et il faut aussi se fixer des objectifs, donc c'est indissociable de la stratégie, de ce que l'on demande, de la position que l'on adopte, des objectifs qui soient réalistes. C'est-à-dire que c'est très difficile d'être éloquent, d'être bon, tout simplement, lorsque le but que vous vous fixez dans une audience est de toute évidence hors d'atteinte. Lorsque c'est absurde, lorsque c'est excessif. Ou lorsque, par exemple, vous n'êtes pas complètement d'accord avec la cause que vous défendez ? Oui, effectivement. Comme vous êtes avocat, tout le monde a le droit à une défense, mais il vous est sûrement arrivé de défendre des gens qui étaient véritablement fautifs, mais qui avaient quand même besoin d'être défendus, ou alors qui représentaient... Défendre quelqu'un, c'est pas défendre la cause ou défendre les actes qu'ils ont pu commettre. Oui, mais ça peut être une manière, en fait, de leur donner une légitimité. C'est-à-dire, quelqu'un qui a commis un crime et que vous défendez, il a le droit à une défense, mais c'est quand même un meurtrier. Vous voyez, vous pouvez être en désaccord moralement avec le fait de défendre quelqu'un qui a tué une autre personne. Ah oui, c'est même recommandé. Non, mais vous devez bien faire un voile, en fait, sur cette recommandation morale. Pense pas que, en fait, voilà, là, vous parlez du meurtrier et on pense tout de suite aux cas les plus graves. Oui, j'étais volontairement caricatural. Pas caricatural, mais en tout cas, vous avez pris un exemple très 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 marquant. Et souvent, les gens disent cet homme est un monstre. Pourquoi le défendez-vous ? Je crois que la défense, c'est dire oui, cet homme peut-être. Vous dites que cet homme est un monstre. Vous pouvez le voir comme ça, et je comprends que vous le voyez comme ça. Mais ce monstre est aussi un homme. Et c'est de cet homme que je vais vous parler. Et du moment où précisément l'homme est devenu autre chose que ce qu'il aurait pu être. Ce moment de bifurcation. Moi, ça va toujours bouleverser ce moment-là. Surtout c'est souvent chez les hommes, mais pas que d'ailleurs. Il y a une criminalité, une délinquance féminine aussi, mais c'est principalement chez les hommes. Le moment où l'enfant, plein de promesses et d'innocence,
le jeune homme qui pouvait rêver à tous les possibles, bifurque et bascule dans autre chose. Ça se joue souvent au moment de l'adolescence, cela. Et c'est très très bouleversant, ces parcours de vie. Et puis aussi, pouvoir parler de cela sans excuser. Faut pas chercher l'impossible. Et puis tout dépend à qui l'on parle aussi. Dans les procès criminels, vous avez les parties civiles. Les parties civiles sont des parties. On ne peut pas être juge et partie. Quand vous êtes victime, vous ne pouvez pas être juge. Et souvent on leur demande ce qu'ils pensent, les peines qu'ils espèrent. Ce sont de mauvaises questions. Je trouve que les journalistes ne devraient pas poser ces questions-là. Parce que vous ne pouvez pas être juge et partie. Et c'est tout à fait humain. Souvent on vous dit, mais si c'était vous, on vous dit, on vous prend à partie, vous l'avocat, mais si c'était votre enfant, bah, évidemment, mais précisément ce n'est pas mon enfant. Précisément parce que, et c'est pour ça que je peux être avocat, c'est pour ça que je peux être juge, parce que précisément il ne s'agit pas de moi. Et le procès c'est une mise à distance. C'est aussi une pédagogie pour les victimes. Le procès, il faut leur expliquer que le procès il a d'abord été inventé pas pour les victimes, mais pour soustraire l'accusé à l'arbitraire de la société et de la foule. Et c'est cette pédagogie qui est insuffisamment faite, je trouve. Et c'est tout à l'honneur d'ailleurs, je le précise, de la France, de pouvoir aujourd'hui juger dans une atmosphère de grande sérénité les auteurs présumés des attentats de Paris, de novembre. Oui. Je pense que on ne le dit pas assez, mais c'est vraiment à l'honneur de notre pays de pouvoir organiser cela. Je ne sens pas circuler chez les victimes la haine que l'on ressent dans d'autres procès, dans d'autres sujets d'ailleurs, en France et ailleurs dans le monde. Je ne sens pas cela, et ça c'est bien. Enfin, Catilina, jusqu'à quand vas-tu abuser de notre patience? Combien de temps encore ta folle violence esquivera-t-elle nos coups? Jusqu'à quelle limite ton audace effrénée s'emportera-t-elle? Rien. Ni la garnison de nuit sur le Palatin, ni les rondes nocturnes dans la ville, ni l'appréhension de la population, ni le rassemblement de tous les honnêtes gens, ni, pour tenir séance, le choix de ce lieu si fortement défendu, ni l'air, ni la physionomie des hommes ici présents, rien n'a pu t'ébranler. Ton plan est découvert, ne le sens-tu pas? Ta conjuration, connue de toute cette assemblée, est désormais tenue enchaînée, ne le vois-tu pas? Ce que tu as fait la nuit dernière et la précédente, où tu as été, qui tu as convoqué, quelle résolution tu as prise, penses-tu qu'un de nous l'ignore? Ô temps, ô mœurs, une telle situation, le Sénat la connaît, le consul la voit. Et cet homme est vivant. Il est vivant. Bien mieux, il se rend encore au Sénat. Il prend part aux délibérations publiques. Il marque et repère du regard tous ceux d'entre nous qui sont à assassiner. Et nous, les hommes courageux, nous estimons faire assez pour l'État si nous évitons la rage de cet individu et ses coups. C'est à la mort, Catilina, que sur l'ordre du consul, tu devais être depuis longtemps conduit. C'est sur toi que devaient s'amasser les calamités que tu machines contre nous. Un des textes les plus connus de Cicéron est ce texte, les Catilinaires. Donc là, on a entendu un extrait interprété par Bernard Gabet. Donc les Catilinaires du nom de Catilina, la conjuration de Catilina qui consistait en fait en un complot, une conspiration pour tuer un certain nombre de personnages publics, dont Cicéron. Donc ce qui veut dire que les Catilinaires est un texte de Cicéron pour se défendre lui-même, dans lequel il attaque Catilina. Est-ce qu'on peut être son propre avocat, François Zimré? On peut pas être son propre avocat, mais on peut cependant se défendre soi-même. Mais c'est pas la même chose. L'avocat, par définition, est un regard extérieur. Et
Mais ça n'interdit pas effectivement de défendre sa propre cause, mais ce n'est pas à la façon d'un avocat. C'est encore autre chose. Mais ce qui me frappe dans ce texte, qui est effectivement, alors là pour le coup, à la différence des autres que vous avez cités, que je trouvais malgré tout très actuel, je le trouve effectivement très très inadapté à notre époque. Il est très contextualisé, c'est vraiment une plaidoirie oui, en 63. J'essaie de m'imaginer un confrère circonstances similaires aujourd'hui. Je ne pense pas qu'on pourrait plaider comme ça. Et d'ailleurs, d'abord, il n'y a pas d'argument, il n'y a pas de récit, il n'y a pas de fait, il n'y a pas de détails. Alors ça n'est qu'une toute petite partie, quand même, à la dans ce que vous avez cité, Cicéron, il y a quand même 4 discours, mais dans cet extrait, les détails, la démonstration comptent. Les textes les plus éloquents et les moments les plus éloquents auxquels on peut penser, qui sont connus de tous, je pense au J'accuse de Zola, je pense au plaidoyer pour l'abolition de la peine de mort de Robert Badinter, étaient des textes extrêmement articulés qui étaient des démonstrations. Et leur force, elle tient d'abord à la démonstration implacable, factuelle. Il ne faut pas l'oublier, cela. Et là, on est dans autre chose. On est dans Je pense aussi que là, on est vraiment dans l'art oratoire et puis la véhémence. On est dans la véhémence qui, je crois, aujourd'hui ne fonctionnerait plus. Il me semble. Et puis il y a autre chose aussi. Je crois que Cicéron recommandait, et d'ailleurs beaucoup recommandent aussi, de nourrir son propos de référence. De référence historique, de s'inscrire dans une forme de filiation, la culture, ce qui est d'ailleurs ce que l'on comprend bien. Mais je m'interroge, nous vivons à l'époque de la cancel culture, qui est l'annulation de la culture et du passé, où on déboulonne justement les statuts, où l'admiration est suspecte, et même elle est récusée. Il ne faut pas admirer, je veux dire. Donc ça, c'est un défi particulier propre à notre époque et à notre temps. Donc comment faire un discours sans avoir des références, sans qu'il y ait toutes ces références communes-là, ou qu'elles soient mises en doute, c'est ça ? Oui, ou sans donner le sentiment que par ces références, qu'on s'abrite, qu'on s'appuie sur ces références-là, et qu'on y puise sa légitimité. Je pense que c'est difficile de ne pas citer des exemples, de ne pas les chercher, mais il faut le faire avec beaucoup de mesure. La référence ne suffit pas en elle-même. Certainement pas. Cicéron disait que la parole, l'éloquence était un acte politique, une action politique, un acte institutionnel de bon fonctionnement entre les hommes, d'une bonne cité sociale et politique. Donc l'acte de la parole est véritablement en fait le refus de la violence. Est-ce que néanmoins, face à des faits, des actes, des événements, des circonstances, les mots viennent à manquer ? Est-ce que ça vous est déjà arrivé, Françoise Imray, que les mots soient insuffisants ? Oui, bien sûr. Bien sûr. Cela peut arriver. Mais il faut le dire dans ce cas-là. Je crois que la première chose, c'est de le reconnaître et de chercher ces mots. Quand on est confronté à une situation tellement forte qu'on sent bien que qu'aucun mot ne rendra compte de ce que nous éprouvons, de la gravité du moment, de la profondeur des sentiments qu'inspire tel ou tel événement, de la gravité des faits aussi, de la douleur des familles lorsqu'il y a eu un drame qui s'est produit. Je crois qu'il faut commencer par dire que l'on va renoncer justement à essayer d'habiller cela en mots. Mais vous avez employé un mot qui me paraît, sur lequel je veux revenir. Vous avez parlé de la cité. Et c'est vrai que lorsqu'on pense à Cicéron, on pense à la cité antique. Et la cité qui est donc la matrice de la civilisation. Or, aujourd'hui, ce qui me frappe, c'est que on n'emploie plus le mot cité, mais on décrit notre société comme un village global. Et on est passé de la cité au village, avec ce que je trouve, ce mot de village,
évoque comme connotation de presque de médiéval et de régressif. Et ce village, au fond, pour moi, n'est pas structuré par les règles, les lois, les principes qui faisaient la cité antique. Et je trouve que, effectivement, il y a quelque chose de moyenâgeux et de très régressif dans le village global dans lequel nous vivons aujourd'hui. Et l'éloquence peut régler ça ? Régler ça, non. Je ne crois pas que ce soit sa mission. Mais disons une pédagogie par la parole, une manière de rassembler les hommes autrement, de faire justice justement en propageant, en parlant des lois, de la justice, en abordant des vrais sujets. On parlait de l'importance de débattre, par exemple. Mais je crois qu'une société se construit pas simplement par ses monuments et ses techniques, mais aussi et peut-être d'abord par ses principes. Et que la parole doit être fidèle à ses principes, elle doit les exprimer, elle doit s'y assujettir aussi. Donc oui, en ce sens-là, effectivement, une parole qui soit fondée sur des principes, qui en fasse la pédagogie en permanence, qui en montre l'actualité et la nécessité. Ou peut-être justement l'obsolescence, parce que parfois on doit peut-être parfois changer de principe. Oui, je ne crois pas. Enfin, je ne sais pas s'il faille changer de principe. Je suis très conservateur à cet égard. Je pense qu'il faut les appliquer à des situations nouvelles, mais que le propre d'un principe précisément et le propre du droit n'est pas, je trouve, seulement d'accompagner les évolutions de la société, mais c'est aussi et peut-être d'abord d'y résister. Merci beaucoup Françoise Imray, on se quitte sur ces dernières paroles. De vous, on peut lire « J'ai vu partout le même visage ». C'est disponible aux éditions Plomb. Je vous remercie d'avoir clos cette semaine sur Cicéron en parlant de l'éloquence. Et justement, chers auditeurs, chères auditrices, vous pouvez lire l'orateur idéal de Cicéron disponible aux éditions Payot-Rivage avec une préface de Nicolas Vaquet et aussi ses Catilinaires aux éditions des Belles Lettres. Encore merci. Merci.